Messieurs, Monsieur le Ministre, après une séquence budgétaire un peu plus longue qu'à l'accoutumée, nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi pour un échange avec les sénatrices et les sénateurs de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a insisté sur la place centrale qu'il souhaite accorder aux collectivités territoriales dans son projet politique. Sur cette base, nous avons besoin d'y voir plus clair et d'échanger avec vous sur les orientations que vous portez, que porte le gouvernement à l'égard des collectivités territoriales. Plusieurs sujets intéressent particulièrement les travaux de notre délégation. Je les regroupe en 3 points. Les finances locales, bien sûr, avec notamment les enjeux tenant à l'autonomie financière des collectivités territoriales. J'ai bien dit autonomie financière, que je ne confonds pas avec l'autonomie fiscale. Les questions de fiscalité locale, de la DGF, réforme envisagée ou pas. La péréquation, qu'elle soit verticale ou horizontale. Les dotations d'investissement et notamment la DETR, à laquelle les élus locaux sont très attachés. Vous pourrez peut-être nous rassurer sur ce sujet. Les moyens financiers des départements, bon, tout un volet sur quelle visibilité pour les élus locaux et les futurs élus de 2026 sur la question des finances des collectivités. Deuxième grand sujet, la décentralisation et les enjeux d'ordre institutionnel, avec notamment, et à la délégation aux collectivités territoriales, nous y sommes attachés, la politique d'aménagement du territoire. Le gouvernement a-t-il la volonté de porter une véritable politique d'aménagement du territoire? Et si oui, comment et selon quel calendrier? Comment maintenir le tissu économique et social? Comment maintenir, développer des services et accéder aux services dans tous les territoires de France? Nous pourrons aussi évoquer les questions de la répartition des compétences entre les collectivités, la compétence sur l'assainissement, un sujet d'actualité, l'avenir des modes de scrutin locaux, la proportionnelle peut-être lors des élections législatives, ou encore les places des services déconcentrés de l'État dans nos territoires. Enfin, un sujet sur lequel nous travaillons, les normes applicables aux collectivités locales et les principales problématiques de fonctionnement auxquelles elles doivent faire face. Nous nous intéressons notamment au sein de la délégation au sujet de la simplification des normes, de la commande publique, au surcoût qu'elle engendre pour les collectivités, au pouvoir de dérogation des préfets, pour ne citer que ces quelques exemples. Je voudrais insister particulièrement sur le sujet de l'inflation normative, qui est un enjeu d'actualité particulièrement prégnant dans le débat public. L'inflation normative fragilise l'action locale, limite la capacité des élus à avancer, à bâtir les territoires de demain et génère, de surcroît, des surcoûts pour les collectivités. En cela, elle est devenue une préoccupation majeure des élus. Il devient, pour nous, impératif de mettre fin à cette inflation normative, d'adapter les normes et les réglementations aux réalités locales, aux spécificités des territoires et de faciliter la tâche des élus locaux. Mais nous savons aussi qu'au-delà des constats que nous pouvons poser et partager, seule une forte volonté politique permettra de réussir à lutter efficacement contre l'inflation normative et d'avancer très concrètement sur le chemin de la simplification. À ce propos, nous tiendrons le 2 avril prochain, ici au Sénat, les assises de la simplification et évidemment, nous serions très heureux de vous y accueillir. Monsieur le ministre, comme vous le constatez au travers de ces quelques exemples, finances locales, décentralisation, sujets institutionnels, simplification normative, les sujets ne manquent pas et nous avons besoin de votre éclairage, de mieux connaître les intentions et les orientations du gouvernement. Cette audition est donc l'occasion pour vous de nous présenter vos priorités d'action et peut-être de nous dévoiler quelques éléments de calendrier. Dans quelques mois aura lieu le renouvellement des conseils municipaux, l'installation de nouveaux conseils municipaux dans les communes, de conseils communautaires dans les intercommunalités. Je pense qu'il est important aussi que les nouveaux élus aient un peu de visibilité sur tous ces sujets pour la durée de leur mandat. En tous les cas, merci encore à vous, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et accepter d'échanger aujourd'hui avec les membres de notre délégation qui sont, comme vous pouvez le constater, venus nombreux à votre rencontre. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, cher Bernard Delcros, Mesdames, Messieurs les sénateurs, les sénatrices et les sénateurs, d'abord je voudrais vous remercier pour
la qualité et la pertinence de vos propos. J'allais même dire le côté acéré des questions que vous posez, Monsieur le Président, et remercier l'ensemble de la délégation d'être présente à cet instant. C'est avec plaisir que je vais m'exprimer devant vous, devant cette délégation qui m'est chère aux collectivités territoriales et également à la décentralisation. Donc, si vous me le permettez, je vais partager avec vous un certain nombre de convictions qui, je le crois, résonneront sûrement dans cette belle maison. Le partenariat entre les collectivités territoriales et l'État doit être plus que jamais solide et même, j'allais dire, consolidé dans le contexte actuel de poussée des nationalismes et des reversements d'alliances qui paraissent aujourd'hui sans équivoque. Je compte d'ailleurs mettre mon expérience, c'est d'ailleurs à ce titre que je suis ministre, je crois, on peut le dire simplement, de maire, plusieurs dizaines d'années, ça commence à faire plusieurs dizaines, de parlementaires au service de cette conviction pour faciliter l'action des collectivités locales. Depuis ma prise de fonction, en pleine négociation d'ailleurs du projet de loi de finances 2025, mon objectif a été clair, en m'appuyant d'ailleurs sur les travaux, je voudrais les remercier ici, des sénatrices et des sénateurs, préserver la capacité d'action des collectivités locales pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au niveau local, mais aussi au niveau national. Sur la question financière, d'ailleurs, ma méthode sera celle de la transparence et du dialogue. Les collectivités qui représentent à peu près 20% de la dépense publique, mais qui portent 70% de l'investissement local, national, continueront à participer à l'effort de redressement de nos comptes. Mais pour que cette contribution des collectivités locales à cet effort soit juste, je pense qu'il faut que nous procédions avant à un diagnostic objectif. Nous commençons à disposer, il faut bien le savoir, des premières données comptables 2024 qui étaient très attendues. Et j'ai souhaité, et c'est pour cela que j'ai souhaité, sous l'égide bien sûr du Premier ministre, en partenariat avec la ministre des Comptes publics, que se tienne une conférence financière des territoires pour partager ces données et discuter avec les principales associations d'élus de grands objectifs que l'on souhaite poursuivre et se donner ensemble. Elle se réunira dans les toutes prochaines semaines. Vous avez souhaité m'entendre, et je vous en remercie, sur la feuille de route à la tête de ce ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Comme l'a redit le Premier ministre, certaines décisions attendues par nos concitoyens depuis longtemps ne peuvent plus être repoussées et voilà venu le temps des choix. Je crois qu'il faut le dire clairement. À mes yeux, il y a trois choix, trois enjeux majeurs pour l'avenir de notre territoire, de nos territoires et de notre pays. Le premier, l'État doit reprendre la main, est à l'initiative d'une véritable politique d'aménagement des territoires. J'ai vu que vous aviez posé cette question. Une nation, un peuple, un pays qui maîtrise son destin, c'est un pays qui n'a pas peur d'avoir une vision d'avenir, une vision pour organiser son espace. Et donc, la contractualisation en est le levier essentiel. Je voudrais le rappeler. Elle se décline d'ailleurs, elle existe déjà à travers, mais on peut les rappeler, différents organismes de contractualisation, que ce soit celle des droits communs, que ce soit celle des contrats de plan, le fameux CPER, que ce soit, bien connu maintenant de l'ensemble des élus, les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, et les pactes territoriaux, dont je voudrais d'ailleurs souligner ici l'importance. On peut penser à ceux qui ont été signés, et j'ajouterai à ces pactes territoriaux, bien sûr, l'initiative Marseille en grand. Nous nous sommes battus aux côtés des parlementaires, je voudrais les remercier ici, et notamment des sénateurs, et des sénatrices et des sénateurs, pour préserver les moyens de ces interventions de l'État, et nous continuerons à les accompagner. Les grands programmes, alors les grands programmes de l'ANCT, dont je voudrais saluer l'action, qui s'est largement améliorée ces derniers temps à la lumière des recommandations d'ailleurs du Sénat, et qui portent des programmes qui viennent d'ailleurs d'ici. On peut penser à Action Cœur de Ville, Petites Villes et Villages d'avenir, ont été mis en place pour revitaliser nos territoires.
Beaucoup de ces outils ont démontré et démontrent encore leur efficacité. Un dispositif sur lequel je voudrais insister ou présenter, vous le connaissez, est particulièrement remarquable. Nous allons continuer à le soutenir en 2025. C'est celui des maisons France Service. Avec le ministre Laurent Marcangeli, nous allons nous donner les moyens d'atteindre un objectif, celui de 3 000 France Service sur l'ensemble du territoire. Pour autant, les programmes et les contractualisations ne peuvent pas être les seuls outils pour permettre à la France de se doter d'un aménagement du territoire à la hauteur des défis. C'est pourquoi nous devons, je le crois, mieux coordonner nos initiatives. Et donc, en tant que fervent partisan de la décentralisation, je pense que le pendant, c'est d'avoir un État territorial fort. Je soutiens le renforcement du pouvoir des préfets. On pourra l'évoquer si vous le souhaitez. Il est important de pouvoir étendre leur capacité de dérogation en appuyant ainsi ou en renouant avec l'esprit de la décentralisation, je voudrais le rappeler, et puis l'esprit de la décentralisation, de la différenciation et également de la déconcentration. Et cette approche, j'allais dire des 3DS, vous le savez bien sûr, elle doit être adaptée. On passe quelques petits mots. Je vais essayer de ne pas me tromper tout à l'heure dans d'éventuelles questions. Non, je plaisante. Pour permettre aux sénateurs de s'installer, cette approche doit être adaptée aux spécificités locales, sans porter atteinte, bien sûr, à l'unité de la République. Mais je crois que la République est suffisamment forte pour accepter un approfondissement de la décentralisation. Il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. L'objectif est donc d'organiser la parole de l'État tout en permettant aux préfets de tenir compte des réalités régionales, mais pas que. Je pense aussi souvent à des réalités des communautés de communes et autres communes, bien évidemment, parce que c'est là que ça se passe. Et dans la France de Braudel, le préfet du Pas-de-Calais et le préfet de Corse ne peuvent pas agir de la même manière sur le territoire. Je pourrais prendre des exemples, si vous le souhaitez, sur ce point, assez simple et facilement compréhensible sur les fermetures de restaurants touristiques. Je sais que le Sénat a formulé des propositions en ce sens et nous allons nous en saisir. Ensuite, nous devons disposer d'une vision plus large à moyen terme, à 25 ans, pour apporter des réponses à des défis que vous connaissez, qui sont écologiques, démographiques, industriels, numériques, qui sont ceux de notre pays. À cet égard, permettez-moi de le dire comme ça, la métropole de Dijon offre un exemple concret. Et donc, j'aurai plaisir à vous accueillir quand vous le souhaitez et que je serai de retour dans la métropole. Elle a collaboré avec l'Institut pour le climat économique pour élaborer des actions écologiques jusqu'en 2050, qui ont été chiffrées à 45 milliards d'euros. Cette approche globale est essentielle, je le crois, car la problématique climatique, même si elle est en recul à cause aujourd'hui de l'importance des sujets internationaux, tout le monde comprend très bien ce que je veux dire, elle reviendra, elle restera très pressante et toujours présente. Bien que la tension actuelle semble diminuer, l'intelligence des territoires peut nous aider à définir, appelons ça une vision nationale cohérente, et je défendrai auprès du Premier ministre l'idée d'une instance interministérielle placée auprès de lui en charge de définir cette politique. Enfin, cette vision passe également par une stratégie de mobilisation des fonds européens plus offensive que celle que nous avons. Notre taux de retour national sur ces fonds n'est pas suffisant. Nous travaillerons donc étroitement pour s'assurer que les fonds de cohésion soient intégralement consommés. Je regarde à cet instant le sénateur de Saône-et-Loire, il sait pourquoi je dis cela précisément. Et donc, le deuxième choix qui doit être fait est celui de la décentralisation. Je sais que vous aimez que je cite François Mitterrand, je ne vais pas m'en priver. Je vais vous dire que la France a besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour ce faire. Elle a aujourd'hui encore besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Je fais mienne ces paroles. Un pouvoir décentralisé, ce n'est pas seulement des compétences, ce sont également des moyens d'action. Et donc, la vitalité de la démocratie locale
mérite d'être reconnue et renforcée. La démocratie locale, ce sont d'abord des citoyens, des représentants des élus et des scrutins. C'est aussi cela, la démocratie. Et sur plusieurs de ces points, des réformes, vous le savez, mais vous les avez rapidement évoquées, Monsieur le Président, elles sont en cours. Je voudrais vous parler des élus locaux. Il y a presque un an, le Parlement a adapté la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Les chiffres, vous les connaissez, je ne vais pas m'attarder. 2600 faits de violence en 2023, 69% des maires victimes d'agressivité ou d'impolitesse, 27% de maires victimes d'attaques et de menaces sur les réseaux sociaux. Notre devoir est donc de les protéger, de les comprendre, de les reconnaître, de les valoriser et d'arrêter les coupables. Je dis bien d'arrêter les coupables. J'ai l'exemple, si vous me le permettez, dans ma métropole, du vice-président des Finances, qui est maire d'une petite commune qui s'appelle la commune d'Ouge, ce n'est pas dans mes propos, mais je voulais vous en faire part, qui a été violemment agressé il y a maintenant 7 ans et dont les auteurs n'ont pas été encore jugés, arrêtés, alors qu'ils sont toujours sur la commune. Et toutes les déclarations nationales que nous faisons ne seront crédibles que le jour où ce genre d'événement ne se produira plus et où les coupables seront arrêtés. Renforcer leur protection face aux agressions. Le plan national de prévention et de lutte contre les violences à l'encontre des élus assure déjà, je pense, un environnement un peu plus serein pour leur mission, mais ça doit se concrétiser par des actions tangibles. Je veux absolument que l'on reconnaisse que les élus agissent, quand ils le font dans ce cas-là, en tant qu'officiers de police judiciaire, ce qui n'est pas toujours le cas ou pas toujours reconnu comme tel, notamment lors des atteintes contre les élus. Leur octroyer, bien sûr, vous y travaillez et tout, un réel statut qui participera, c'est nécessaire, à l'attractivité de nos mandats locaux pour faire venir à la politique de nouveaux profils, oui. Et puis la proposition de loi que vous avez adoptée à l'unisson sera présentée au Sénat, sera présentée à l'Assemblée nationale au cours du prochain trimestre. La date m'a été demandée. Il faudra renforcer la représentativité de toutes les composantes de la population. C'est le sens d'une proposition de loi demandée par l'AMRF et validée, je crois, dans le principe par la présidence du Sénat et la présidence de l'Assemblée nationale, dans le but d'étendre le scrutin de liste paritaire pour les communes de moins de 1000 habitants. Il faut aussi simplifier leur travail. Alors, c'est un des sujets que vous avez évoqués. Et donc, le gouvernement s'engage à travers le guichet France Simplification. Tout ça commence à porter ses fruits. Que les élus locaux disposent, bien évidemment, en l'occurrence, d'un interlocuteur unique pour fluidifier leur démarche est déterminant. Simplifions également le recours à l'ingénierie, le recours aux différentes agences pour leur permettre de se consacrer pleinement sur leur mission au service des territoires et des citoyens. Mon ministère, d'ailleurs, formulera au printemps une dizaine de propositions, je dis bien une dizaine, opérationnelles directement, visant à simplifier l'exercice de leur mission. Enfin, avec mon collègue Laurent Marcangeli, je veillerai à ce que les employeurs et les syndicats puissent discuter librement et construire ensemble. Il est toujours très important de valoriser le dialogue social pour permettre à la fonction publique territoriale de ne pas s'autogérer, mais de collaborer efficacement. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dont j'ai rencontré le président ce matin, que vous connaissez, doit jouer un rôle dans cette dynamique. Enfin, il va falloir réintroduire du dialogue en ce qui concerne l'avenir du régime de la CNRACL suite au rapport qui a été fait par les 3 inspections. Notre troisième choix, vous le connaissez, c'est la différenciation. Donc, je salue le travail qui a été fait sur le bilan de la différenciation dans le cadre de 3DS. Mais il faut aller plus loin. Ceci n'est pas suffisant, je crois. Les outils n'ont pas tous été mis à disposition des territoires parce que des fois la loi est mal connue ou peu connue. Nous allons nous y pencher. Et si donc ainsi la différenciation, c'est ce qui nous mobilise dans différents territoires de France. J'ai cité la Corse, cette île dont, avec son organisation unique, représente un cas particulier qui mérite une attention spéciale. Et je m'engage pleinement à soutenir le projet d'évolution institutionnelle conformément aux orientations définies par le président de la République et le Premier ministre.
Finalement, je parle beaucoup de la Corse, mais avec ses paysages montagneux, son littoral exceptionnel, le fait qu'elle soit tout à la fois un lieu de loi littorale et de loi montagne, nous offre l'opportunité d'explorer des enjeux cruciaux, les défis liés à la gestion du littoral. J'ai reçu hier le président du littoral, de la préservation du littoral et la préservation des zones montagneuses. Il est essentiel d'avoir donc des stratégies adaptées pour protéger tous ces environnements tout en favorisant, en développant un développement harmonieux et durable. Vous avez compris, la différenciation, l'intelligence locale sont essentielles. Elles doivent nous permettre aux collectivités, en tous les cas, de s'adapter, de faire preuve de solidarité. Cela est particulièrement vrai dans des enjeux comme le ZAN ou encore la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et donc, nous allons, avec vous, faciliter ce travail pour accomplir les obligations, mais surtout dans le but de mieux répondre aux réalités locales. J'étais un peu long, je vous prie de m'en excuser. Je vous remercie de votre écoute et maintenant je me plie à ce que dira le président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce propos qui donne le cadre un peu de la politique que vous souhaitez mener, que vous avez engagée d'ailleurs. Et je ne doute pas que nos collègues auront des questions ou des précisions à solliciter auprès de vous. Alors, pas mal de collègues sont déjà inscrits, donc je vous propose vraiment, le ministre doit partir, si j'ai bien compris, pour 15h40. Je crois que c'est ça. Donc, pour qu'on se cale un peu le temps et que chacun, tous ceux qui le souhaitent, puissent intervenir, je vous propose de poser des questions de manière synthétique, sans être trop long, de façon à éviter que des collègues se trouvent dans l'impossibilité de poser leurs propres questions. Et pour débuter cette série de questions, Rémi Pointreau. Non. Après. Je regarde l'heure, Très bien. Vous permettez, pour savoir si c'est vraiment 15h40, vous permettez. Moi, on m'a donné cet horaire, donc c'est juste pour pouvoir organiser les temps de parole. Je comprends bien. 15h40, moi je dirais plutôt 16h15. 16h15. Ça. Bon, on va quand même poser des questions synthétiques pour tout le monde et le temps de poser la question et que la réponse puisse arriver. En tous les cas, les questions. Très bien. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on commence par Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir au travers du projet de loi de finances sur, on va dire, l'institution du Fonds territorial du climat, qui a suscité quand même un certain débat. Vous savez qu'il avait été adopté donc l'année dernière. Il était doté de 200 millions d'euros. Et puis, il y a eu des déclarations de la ministre comme quoi on revenait sur la base de 100 millions d'euros et que ces 100 millions d'euros seraient donc prélevés sur le fonds vert. Donc, est-ce que vous pouvez nous repréciser effectivement justement ces éléments d'information? Et notamment, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les modalités de mise en œuvre du fonds territorial dans le cadre du fonds vert? Je précise que notamment sur le fonds vert, il y a quand même une différenciation pour le coup territoriale, puisqu'on n'a pas toujours la même qualité de reporting dans les différents départements au niveau de l'information qui est allouée au niveau des parlementaires sur les saisines et la consommation des fonds verts. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce sujet-là? Et puis, pour revenir peut-être sur la compétence eau et assainissement, on voit bien aujourd'hui quelle est la trajectoire de la PPL du Sénat au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, dans l'option d'une réouverture et du maintien de certaines communes qui ne seraient pas engagées dans l'intégration de la compétence eau et assainissement au niveau intercommunal, il y a déjà des questions qui commencent à se poser, et notamment dans la relation avec les agences de l'eau, qui pour la plupart d'entre elles avaient donc institué aujourd'hui des possibilités d'intervention, mais uniquement à caractère intercommunal, excluant les possibilités d'intervention financière au niveau communal. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si le gouvernement va intervenir sur ces sujets-là au niveau des comités de bassin et des agences de l'eau? Merci Hervé. On va prendre plusieurs questions pour faciliter les choses. Alors, Grégory Blanc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. 3 questions extrêmement précises. La première, j'ai fait partie de ceux ici qui expliquaient au moment du PLF que relever de 0,5 points les taux de DMTO ne permettrait pas de passer ne permettrait pas au département de passer l'année. Tout le monde est en train de discuter les budgets primitifs et on s'aperçoit que ça ne passera pas.
Donc ma question est simple. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre dans l'année pour permettre aux départements de passer et d'assurer leur mission, notamment de solidarité départementale auprès des collectivités? Deuxième question, les perspectives financières, le gouvernement lui-même et beaucoup dans le paysage politique l'ont indiqué, les perspectives financières impliquent des réformes de structure. Or, quand on regarde le PLF 2025, on a bien les baisses, mais on n'a pas les réformes de structure. Monsieur le ministre, vous avez évoqué un certain nombre de dossiers sur le statut de l'élu, sur des choses utiles, précises, sur lesquelles il va falloir travailler. Mais enfin, je pense que tout le monde conviendra ici que tout ce que vous avez évoqué ne correspond pas à des réformes de structure qui sont en lien avec le plan budgétaire et structurel à moyen terme, c'est-à-dire les engagements de la France vis-à-vis de Bruxelles. Défense mise à part, on verra ce qu'il en est. Mais en tout état de cause, sur la trajectoire financière du pays. Donc, je voudrais savoir quelles sont vos orientations de ce point de vue. Et puis, troisième question, la loi Trace. En tout cas, le projet de loi Trace. On a 2 régions qui n'ont toujours pas de SRADET, Pays de la Loire et Rhône-Alpes-Auvergne. Toutes les autres sont déjà engagées. Il a été indiqué que la trajectoire 2034 était sans doute un point d'atterrissage. Je voudrais savoir si cet atterrissage se confirme, quels sont les garde-fous que le gouvernement compte mettre en place pour effectivement respecter aussi les engagements qui ont été pris, les éléments contractualisés dans un certain nombre de territoires entre les régions, les EPCI, notamment de la plupart des régions de ce pays. Merci Grégory pour ces questions très précises. Gérard Lahellec. Oui, ça, je sais. Alors, ça sera Jérôme Durin. Son voisin. Monsieur le ministre, 2 questions pour ma part. Vous avez eu connaissance d'une situation en Bourgogne-Franche-Comté d'un maire qui a été destinataire d'une information qui l'a finalement mis dans l'embarras. Vous parliez tout à l'heure de la protection des élus et je sais que vous êtes intervenu sur ce sujet. C'est un débat qu'on a eu assez longuement, notamment avec la présidente de la commission des lois, Muriel Jourda, à la faveur de notre texte narcotrafic. Quel est le niveau d'information pertinent pour les maires? Quel est celui qui leur permet d'agir et celui qui les met en difficulté? Et je crois que dans les relations entre l'État et les collectivités, il faut qu'on veille à ce que les destinataires ne deviennent pas des cibles à la faveur des informations qui leur sont données par les représentants de l'État. Donc c'est peut-être moins d'ailleurs une question qu'une interpellation, mais c'est un sujet qui, je le sais, vous tient à cœur et qui me paraît très opportun dans la période où les élus sont beaucoup contestés. Deuxième sujet, il tient à la capacité pour les élus de mobiliser une nouvelle ressource, le versement mobilité. Dans le débat qui a eu cours ces dernières semaines, on a eu le sentiment finalement que c'était possible mais pas possible, que les acteurs économiques y étaient pas défavorables. Donc je voulais qu'on clarifie ensemble ce sujet sur lequel je sais que vous avez aussi une position assez ferme. Merci. Je vous propose peut-être de répondre à cette première série de questions. Est-ce que le sénateur Jérôme Durin peut préciser la deuxième partie de sa question? Parce que j'étais encore en train de noter la première. Oui, sur le versement mobilité, c'est que cette faculté a été permise par la loi et on a le sentiment parfois dans le débat public que c'est inopportun, malvenu, impossible et qu'il y aurait des doutes sur la possibilité pour les régions de lever ce versement mobilité à hauteur de 0,15%. Merci, parce que, si vous le permettez, Monsieur le Président. Répondre à cette première série de questions. Je pense c'est 3. Je commence par le sénateur Durin. Oui. Oui, il y a un problème sur... il y a un problème. Le versement mobilité pour les régions se monte à 0,15. Et donc, il y a une opposition assez ferme qui existe sur... il y a une opposition assez ferme qui existe au niveau du MEDEF national. Lequel MEDEF, je l'ai dit avant-hier au président Martin, je lui ai dit, il l'a mal pris, je ne l'ai pas énormément entendu au moment où la même décision en multipliée par 2, un peu plus de 2, a été adoptée pour l'Île-de-France. Et donc, j'ai ajouté que, à mon avis, aujourd'hui, il y avait donc 2 France. Il y avait une France de l'Île-de-France
qui va bien pour les mobilités. Et puis, il y avait une France en souffrance qui va beaucoup moins bien parce que le MEDEF s'oppose à toute... alors même que était soutenue la proposition de mobilité pour les régions, et j'ajouterais pour les métropoles et pour les agglomérations, était soutenue par la Fédération régionale et puis par la Fédération nationale des travaux publics, par la Fédération nationale du bâtiment, et que la réalité économique locale est fort différente de ce que dit le MEDEF au niveau national. Et donc les positions idéologiques du MEDEF au niveau national sont des positions, mais on doit tenir compte de la réalité des bassins d'emploi. Il faut aujourd'hui organiser des mobilités pour les salariés des grandes entreprises, mais pas que. Aujourd'hui, les plus gros contributeurs sur l'ensemble de la France, ce sont les collectivités locales, territoriales, et également les établissements hospitaliers, qu'on ne va pas oublier. Et donc... ceux-là qui payent le versement en mobilité demandent aussi à ce que leurs salariés puissent bénéficier. Voilà. Donc, certaines régions, c'est la liberté qui leur est laissée, veulent appliquer le versement en mobilité et d'autres ne veulent pas l'appliquer tout de suite ou hésitent ou répondent à la question du MEDEF en disant oui, c'est vrai, on ne peut pas augmenter les charges des entreprises. Donc, laissons le débat se dérouler. Mon regret, c'est qu'on n'ait pas pu trouver un terrain d'entente pour que ce versement mobilité serve réellement à créer de nouvelles dessertes de transport. C'est le but, hein. C'est pas de faire de la gratuité, je le dis ici quand même clairement. Je suis opposé personnellement à la gratuité des transports. De toute façon, elle est bien payée par quelqu'un. Si c'est pas par l'usager, c'est par l'ensemble des résidents des communes et autres. Et donc, il est absolument, à mon avis, indispensable de poursuivre. On sait que la FIT n'a pas les moyens aujourd'hui de répondre aux demandes, et donc on doit poursuivre sur ce terrain. La première partie de la question concerne la relation particulière qu'il convient d'avoir entre l'État et les collectivités locales. Je crois que le cas, si c'est bien ce à quoi vous pensiez, il s'agit de la commune de Lure, où des décisions nationales peuvent impacter sous un effet pervers d'utilisation un maire jusqu'à le pousser à l'extrême. Et donc, il est indispensable que quand l'État prend une décision de cet ordre, il puisse garantir en même temps la sécurité et la pérennité de la protection du maire considéré. Donc, à partir de cet instant, et nous savons de quoi nous parlons, c'est donc à d'autres personnes qu'il faudra penser pour la protection. Voilà. Excusez-nous du caractère un peu abscon de ces débats, mais je pense qu'entre les lignes, nous nous sommes compris. Je voudrais répondre au sénateur Blanc sur la situation des départements, question que vous avez posée très concrètement. Je me suis permis de dire... Attendez, je demande quelque chose. Des informations là-dessus. Oui. D'accord. Donc, je me suis permis de dire au président des départements, que je connais bien, qui est dans mon département d'ailleurs, à François Sauvadet, il y a quelque chose qu'il faut que vous m'expliquiez. Vous avez fait une ovation à Michel Barnier. Les départements de France ont fait une ovation à Michel Barnier, ce qui est une très bonne relation avec un Premier ministre, je ne le conteste pas. Mais l'addition était 3,5 fois plus salée avec Michel Barnier qu'elle ne l'est aujourd'hui avec le gouvernement de François Bayrou. J'ajoute entre-temps que par-delà, grâce à l'action du Sénat, à chaque fois je l'ai dit... Avant la discussion au Sénat. Oui, la décision de Michel Barnier, oui, on est bien d'accord. Mais je crois que le sénateur Blanc suit mon raisonnement. Donc, en plus, a été prise une décision complémentaire
décision complémentaire qui concerne l'augmentation du pourcentage de DMTO de 0,5, ce qui va rapporter vraisemblablement, d'après les estimations que me fournissent Bercy, moi je suis comme vous, je vais les chercher aussi à la source, de l'ordre de 700 millions d'euros si on exonère les primo-accédants, tout en sachant que la vérification de l'information de primo-accédants est quelque chose d'assez complexe à définir. Et donc, moi je considère aujourd'hui que nous avons fait des efforts importants, et c'est tout à fait normal, en faveur des départements de France. Ils le méritent, ils font une action sociale qu'ils portent au nom de l'État tout à fait importante. Et donc, c'est non sans l'envie de taquiner le président Sauvadet que je lui ai dit tout ça publiquement l'autre jour. Mais franchement, vous savez très bien que sur le milliard qui sera rendu en 3 ans à hauteur de 90% aux collectivités sur lesquelles il a été prélevé, ce milliard, pour les départements, ça représente 220 millions d'euros. Le milliard, il se répartit comme ça, 250 millions d'euros pour les communes, 250 millions d'euros pour les EPCI, 280 millions d'euros pour les régions, 220 millions d'euros pour les départements. Donc, on a fait un effort particulier, alors que, c'est normal, hein, c'est pas ça que je conteste, j'essaie d'expliquer, alors que dans le prélèvement, excusez-moi, je ne veux pas l'appeler Barnier, parce que moi j'ai dit qu'il faut respecter la parole des premiers ministres quand ils se sont exprimés. On y reviendra peut-être pour un autre sujet, qui concernerait par exemple l'eau. Donc, je voudrais dire ici que les départements, au lieu de 600 millions d'euros à prélever, ils auront 220 millions qui seront rendus en 3 ans, à hauteur de 90%. Donc voilà ce que je peux répondre sur les départements. Les réformes de structure. Oui, c'est vrai que ce que nous portons, ce qui est très important, les PPL que nous prenons, qui viennent souvent d'ailleurs du Sénat, pour des raisons assez simples à comprendre, c'est que vous êtes capable de porter des PPL qui sont transpartisanes, on va dire les choses comme ça, et donc elles aboutissent plus vite à l'Assemblée, où elles se fracassent un peu des fois, parce que c'est beaucoup plus compliqué à l'Assemblée nationale qu'ici de trouver les voix transpartisanes. Tout le monde en convient, majoritaire, bien sûr. Alors, les réformes de structure, elles n'ont pas été mises en place. Ce que dit aujourd'hui le Premier ministre, moi je vais vous dire exactement le message qu'il a fait passer, c'est qu'on ne peut pas aborder 2026 comme on a abordé les finances, entend la loi de finances bien sûr, comme on a abordé 2025. Il faut dire que nous sommes arrivés, je ne cherche pas à nous chercher des excuses, mais nous sommes arrivés dans une situation assez complexe où beaucoup de choses avaient été engagées, mais pas totalement. Et donc, nous avons repris pour l'essentiel. C'est pour ça que j'ai remercié, je le fais encore, les sénatrices et les sénateurs qui ont fait un travail formidable pour nous permettre de continuer et de reprendre ce qui avait été fait, mais nous n'avons pas abordé aujourd'hui de réforme de structure. Ce que dit le Premier ministre, c'est la chose suivante. Nous ne pouvons pas faire pareil qu'en 2025. Parce que si on fait pareil, à supposer que, par exemple, continue de se dégrader l'ambiance générale, avec des évolutions de PIB modérées, d'un PIB qui n'est pas très bon, je veux dire en lui-même, parce qu'on ne produit pas assez de richesses dans ce pays, eh bien, nous allons nous retrouver en 2026 à essayer d'ajuster à quelques pourcents près ce que nous avons fait cette année, avec des modifications internationales qui risquent d'arriver et de perturber beaucoup les choix que nous aurons à faire. Donc, il a demandé au ministre présent de faire une revue précise des missions sous 15 jours. Il nous a demandé dans un deuxième temps d'évaluer le coût de ces missions, telles que nous les voyons, avant de rentrer sur les chiffres. Troisièmement, de proposer une nouvelle organisation sous 15 jours et d'avoir après le débat sur quels sont les moyens nécessaires pour
cette nouvelle organisation, ses missions, et une fois leur évaluation faite. Donc, c'est finalement un budget un peu renversé, ce qui nous est demandé, et les réformes de structure sont dans cela. Et donc, j'aurai l'occasion de reparler avec vous, je l'espère, parce que je souhaite que nous puissions aboutir, même si les délais sont très serrés pour les ministères concernés, surtout ceux qui, comme le mien, sont assez lourds, je veux dire, dans le nombre de missions qu'ils assument. Mais voilà ce qui nous est demandé. Alors, troisième partie de votre question, de vos 4 questions, monsieur le sénateur. L'engagement bruxellois, dans le temps on disait maastrichtien pour ceux qui détestaient l'Europe, et l'engagement, je me rappelle de Jean-Pierre Chevènement, l'engagement maastrichtien, donc il usait plutôt claquer le strichtien. Donc c'est assez simple. Un engagement a été pris à l'horizon 2029. Est-ce que les lignes vont bouger ? Je veux dire au niveau international et donc forcément au niveau bruxellois. Peut-être, mais c'est pas la question que vous me posiez. Ce que vous me posiez, c'est est-ce qu'on va tenir les objectifs qu'on s'est donnés ? J'ai cru comprendre. Donc, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des comptes publics et moi-même, en tant que ministre des collectivités locales, avons convenu d'avoir des réunions régulières, y compris avec l'ensemble, je l'ai demandé, des associations d'élus, pour faire le point régulier, tous les mois, tous les 2 mois, pour voir si la trajectoire qui a été définie pour arriver à un maximum de 5,4 à la fin de l'année est tenue. Donc l'objectif, d'abord, est un objectif annuel, c'est vrai, de tenir les 5,4 de déficit budgétaire comme nous nous sommes engagés, et bien évidemment de respecter, sous réserve de modifications qui pourraient être apportées au niveau européen. Par exemple, ça fait longtemps que je suis pas le seul, que je me bats pour que les dépenses militaires de notre pays soient sorties en termes d'investissement des 3% maastrichtiens, parce que nous avons assuré d'une certaine manière la lutte contre le terrorisme pour d'autres pays européens qui, eux, n'avaient pas les mêmes contraintes en termes militaires, d'opérations extérieures, etc., que la France. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point. Enfin, quatrième partie de votre question, la loi Trace. La loi Trace, là encore, c'est une loi qui devait, c'est pour ça que je dis devait, doit commencer en 2021, mais nous sommes en 2024 et tout ça a pris, enfin 2025 maintenant, et tout ça a pris du retard. Et donc ma proposition, je l'ai présentée l'autre jour de la commission du développement économique du Sénat. Ma proposition d'assouplissement, c'est de considérer qu'il faut quand même avoir un moment pour pouvoir examiner les efforts des uns et des autres, non pas dans un esprit de sanction, je le redis, parce que nous n'avons pas à sanctionner comme cela les collectivités locales, pas dans un pays où on sanctionne les collectivités locales, mais pour vérifier que la trajectoire est bien respectée, bien avancée ou pas assez avancée, à contrario, et donc d'avoir une première échéance 24-34 de 10 ans, en conservant l'objectif 2050. Ça nécessitera sûrement des adaptations, d'ailleurs, d'ici 2050, mais d'autres le feront, en tous les cas, à ma place. Voilà ce que je peux dire sur cela. J'ajoute que, en faisant cela, en reportant de 21 à 24, on dégage ainsi, autant que je me rappelle, 37 500 hectares qui devaient être consacrés à la non-artificialisation durant cette période. Nous avons voulu reprendre le compte, parce que ça avait été demandé par des sénateurs, le compte à travers les ENAF. Je tiens à garder les ENAF comme comptabilité. Je pense que c'est très important, plutôt que l'invention de mots techniques que j'ai du mal à prononcer des fois, sur l'artificialisation nette. Et donc, à partir des ENAF, nous dégageons 37 500 hectares que nous pouvons attribuer. En partie, je proposerai, bien sûr, ça sera dans la loi Trace examinée, 10 000 hectares pour l'industrie,
parce que nous aurons besoin de poursuivre le développement et peut-être même de l'amplifier, le développement industriel de notre pays qui va subir des bouleversements et des modifications importantes. On le voit bien qu'il y a une nouvelle révolution qui est en train de se passer avec à terme la voiture électrique, des secteurs entiers qui vont être pénalisés, etc. Et donc 10 000 hectares pour ça et la possibilité de garder des hectares à financer dans le cadre des projets européens peinés qui pourraient apparaître. Vous m'avez parlé de 2 pays, effectivement, j'ai vérifié 2 pays, 2 régions, excusez-moi, de conseils régionaux qui n'ont pas adopté leur STRADET, peut-être à l'instant où nous parlons, Aura et Pays de Loire. Je vais vous dire ma conviction profonde. Moi, j'étais pour mettre fin à la prescriptibilité des STRADET. Mais j'ai senti, pour en avoir discuté beaucoup, que certaines régions avaient fait du bon travail. Et que ces régions qui avaient fait du bon travail, j'en ai eu quelques présidents au téléphone, protestaient contre l'idée qu'on puisse décider que... Et donc, j'ai abandonné cette idée et une commission a été mise en place, un comité, le comité CRG, je ne sais plus, à force régionale de gouvernance, voilà, le comité régional de gouvernance, qui est une composition un peu bizarre d'ailleurs, qui mériterait peut-être à être simplifiée là aussi, mais enfin elle a été décidée, je crois, au niveau parlementaire. Et donc cette commission pourra interpeller les régions sur leur SRADET et avoir un débat ainsi avec les collectivités. Ce qui est un peu gênant, je le redis quand même, c'est que cette démarche est complètement descendante. Elle part du niveau européen et elle arrive finalement aux maires, aux intercos, en leur disant appliquer les décisions nationales à l'hectare près. On sait pourquoi je dis à l'hectare près, puisqu'ils avaient des réserves d'1 hectare chacun. Donc, simplification, pas de reniement de l'objectif final, mais en même temps un assouplissement nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant. Au sénateur Hervé Gillet, qui m'a interpellé sur le fonds vert au départ. Vous savez que nous avons finalement achevé les dotations à 1 milliard, j'espère ne pas me tromper, 200 millions d'euros pour le fonds vert, c'est peut-être 150 ou 200 1 milliard 200 millions pour le fonds vert. Donc, ce fonds vert recoupe un certain nombre de catégories que vous connaissez. Les directions ont été envoyées, les directives ont été envoyées au préfet sur la liste des actions concernées. Je me rappelle par exemple que dedans, il y a 50 millions d'euros pour le vélo. Je me suis toujours dit, si je prends cet exemple, que les collectivités locales n'avaient pas besoin, enfin c'est un avis personnel, hein, enfin d'un ancien élu local, pas besoin forcément qu'on leur dise qu'il y aurait des crédits pour faire du vélo ou faire des pistes cyclables. Elles étaient capables d'avancer seules. Moi j'étais plutôt, pour vous dire les choses, par rapport aux subventions d'investissement qui sont aujourd'hui, pour simplifier, les plus importantes, la DSIL, le DETR, le Fonds vert et d'autres, mais en tous les cas sur ces trois-là, j'étais pour augmenter la DGF des communes, notamment la DSR à hauteur de 150 millions et la DSU à hauteur de 140 millions. Mais la commission mixte paritaire a tranché dans un autre sens. Elle a retiré 150 millions de ces augmentations de la DGF et elle les a reversés à la TSIL. J'attire l'attention, et je serai vigilant aussi des sénateurs et des parlementaires, sur le fait que c'est plus difficile pour Bercy de contrôler l'évolution de la DGF que de mettre des réserves de précaution sur les dotations d'investissement. Enfin,
La décision a été ainsi prise. Le Fonds territorial du climat, eh bien, c'est une mesure à 100 millions d'euros, vous l'avez indiqué, et elle intègre effectivement, oui, bien sûr, c'est vrai, elle intègre effectivement le fonds vert, elle est intégrée dans le fonds vert, et elle concerne tous les établissements publics à coopération intercommunale qui ont adopté un PCAET. Donc voilà, la mesure sera fléchée, elle ne pourra pas être fongible dans autre chose. Je voulais vous le dire clairement, c'est le sens de la question que j'ai notée de votre part. La CMP a bien validé les 150 millions d'euros de la DGF. Oui, on avait demandé 290, il en a donc été retiré 100, et le fonds territorial, ce sera bien 100 millions d'euros au lieu de 200. Merci de ces informations. Alors, merci pour ces... Ah oui, agence de l'eau, oui. Très important, cette question. Oui. Quand vous parlez des agences de l'eau, vous n'avez pas abordé que le problème de l'agence de l'eau. Bien sûr, il y a un petit problème, j'allais dire un petit problème, mais complémentaire et spécifique. Mais à travers votre question, bien sûr, ça ouvre la question des engagements qui avaient été pris par Michel Barnier, ici, devant les sénateurs, je crois d'ailleurs. Donc moi, j'ai une habitude, c'est de respecter les paroles du Premier ministre. Le Premier ministre avait dit à l'époque que quand une commune n'avait pas intégré non seulement un EPCI, mais même un syndicat, qu'elle restait commune, excusez-moi de l'expression, isolée, elle ne serait pas forcée d'être mutualisée avec un syndicat, une interco, etc. Je maintiens cet état-là, sans remettre en cause, par contre, les mutualisations qui ont eu lieu avant. C'est d'ailleurs la réponse que j'ai faite au sénateur. J'ai commencé par la première partie, enfin par la deuxième partie de ma réponse. J'ai vu que ça a provoqué quand même un mouvement de réaction des sénateurs. Et donc, quand j'ai pris la première partie, j'ai été applaudi. Donc, il fallait mesurer un peu l'attention des sénateurs vis-à-vis de cela. Je voudrais quand même dire que beaucoup de communes isolées ou qui sont seules ou qui restent seules ont des difficultés d'approvisionnement en eau. Certaines, je ne sais plus le nombre, j'ai pas mal de chiffres en tête, j'ai une bonne mémoire, mais celui-là, je l'ai oublié, sont des communes qui aujourd'hui fournissent des bouteilles d'eau à leurs habitants ou des citernes, en l'occurrence, pour avoir de l'eau. Parce que leur réseau est pas bien entretenu, parce que leur réseau fuit, et donc... moi, je serais favorable à mettre un pourcentage, ça correspond à ce que peuvent dire des agences de l'eau par moment, à mettre un pourcentage dans lesquels les communes peuvent rester sans mutualisation, on va dire, à condition au moins que leur réseau ait un certain niveau de rentabilité. À ce moment-là, on ne parle pas de 85 ou de 89% ou de 91, les chiffres qu'on atteint d'ailleurs toujours très difficilement, mais plutôt de 60, 65%. Ce sera un chiffre à définir entre nous. Et donc, peut-être, à ce moment-là, ça permettrait de mobiliser les agences de l'eau si on arrivait à se mettre d'accord sur ce chiffre. Merci, Monsieur le Ministre. On va poursuivre les questions. Juste, je veux insérer en complément de ce qu'a dit Hervé Gillet, il y a quand même un sujet particulier concernant les agences de l'eau, c'est qu'elles prennent des décisions concernant l'attribution des subventions qui vont à l'encontre des choix que fait le législateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train, c'est pas encore abouti, mais je pense qu'on va atterrir sur une possibilité de mutualisation à l'échelle de syndicats, autres que les périmètres administratifs des intercommunalités. C'est bien. Très bien, mais les agences de l'eau, certaines agences de l'eau, attribuent les subventions sous condition que l'intercommunalité ait la compétence. Il faudra vraiment qu'elles se mettent en harmonie quand même avec les lois qui sont votées. Voilà, c'est un sujet... Permettez que je complète, Monsieur le Président. Je partage tout à fait votre sentiment. D'ailleurs, il y a une réflexion aujourd'hui sur les agences, ça n'a échappé à personne, y compris sur les agences de l'eau. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, je dis, il y a aussi une réflexion à avoir sur le fonctionnement des agences de l'eau. Des agences en général et des agences de l'eau en particulier. Merci. Alors, nous allons continuer les questions. François Bonhomme
Rémy Pointreau, Olivier Paccaud, Didier Rambaud, Thierry Cozic. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, j'aimerais avoir quelques clarifications, parce que c'est vrai que c'est quand même contradictoire avec ce qu'on pourrait être amené dans les prochaines semaines à décider en termes de compétences eau et assainissement. C'est une revendication, une attente forte, non seulement du Sénat, mais parce que l'attente est forte du côté des élus locaux, de redonner du pouvoir d'appréciation de l'organisation du service public de l'eau et de l'assainissement au niveau communal ou syndical, c'est-à-dire de laisser la liberté de choix et revenir à une compétence facultative ou optionnelle. Si dans les prochaines semaines, le Parlement vote dans ce sens-là, ce qui est possible... Excusez-moi, dans quel sens? Dans le sens de redonner une liberté, de revenir sur la loi NOTRe du principe de transfert obligatoire au 1er janvier 2026. C'est-à-dire de mettre fin à une mutualisation qui a été réalisée. De redonner la liberté de choix. Dans ce cas-là, Monsieur le Ministre, ce qui paraît contradictoire aujourd'hui, c'est que d'une part, les comités de bassin, à travers les agences de l'eau, effectivement, dans leur programme renouvelé, conditionnent ou conditionneraient demain leur politique aux intercommunalités qui ont réalisé ce transfert, ce qui paraît contradictoire, en tout cas contrevient au principe d'égalité et de choix, par définition. Et deuxièmement, l'administration centrale, à travers parfois les préfectures, organise en ce moment des réunions pour préparer, entre guillemets, le basculement au 1er janvier 2026, comme s'il n'y avait pas en cours une incertitude dans les prochaines semaines sur cette possibilité donnée de redonner de la liberté aux communes. Et donc, si vous voulez, plus on tergiverse, plus on a le sentiment qu'il y a un atermoiement de la part du gouvernement, plus on va dans le sens quelque part induit ou parfois souhaité de manière sournoise, j'allais dire, par l'administration qui contreviendrait alors à la volonté du Parlement, ce qui quand même pose un problème de niveau de responsabilité. Merci François. Rémy. Oui, merci Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez évoqué la problématique de la répartition des compétences et le pouvoir de dérogation aux normes par le préfet. Sur la répartition des compétences, on a un sujet sur lequel on va travailler avec mon collègue Hervé Gillet, c'est la compétence GEMAPI. On voit bien que cette compétence qui a été déférée aux EPCI pose problème sur le plan du financement. Donc, on fera certainement des propositions, mais enfin, on ne va pas défleurer ce que nous allons faire, mais je pense que la compétence GEMAPI devrait être transférée à un bassin ou à une collectivité plus importante, parce qu'aujourd'hui, les EPCI sont incapables de financer des opérations importantes telles que la réparation des digues d'un fleuve de Loire, par exemple, ou que je connais bien, qui demandent des millions d'euros. Donc, quel est votre point de vue sur le sujet? Est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir transférer ou déléguer au moins cette compétence? Ça, c'est le premier point. Sur le pouvoir de dérogation aux normes du préfet, vous l'avez dit, il faut renforcer le pouvoir des préfets. Et nous avons fait un rapport avec ma collègue Guylaine Pantel où nous avons fait 10 recommandations pour justement redonner de l'autorité au préfet qui doit représenter le gouvernement au sein de chaque département, mais auquel toutes les agences échappent, notamment au pouvoir préfectoral. Donc on souhaiterait justement redonner plus de compétences au préfet dans différents domaines, mais apparemment il y a beaucoup de réticences de la part de Bercy notamment, puisque les DGFiP aujourd'hui échappent au préfet. Et là, on nous dit qu'il y aurait des avancées dans les semaines ou mois qui viennent pour mettre en place ce pouvoir de dérogation. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des informations? Et puis la dernière question, c'est sur la loi PLM. À quel moment ce sujet va être discuté au Parlement? Merci Rémy. Olivier. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Votre titre, il nous parle ici au Sénat. Surtout après avoir vu la notion d'aménagement du territoire disparaître de l'architecture gouvernementale pendant un certain temps. On est ravis de la voir revenir. Dans votre discours introductif, vous avez cité de grands anciens. Vous avez cité François Mitterrand. Il me semble avoir entendu parler de Brodel. J'en suis ravi.
l'ancien monde, finalement, il avait quand même quelques qualités, et il s'avère que le nouveau monde, dans certains cas, il reprend des méthodes de l'ancien, où il reprend des périmètres, où il reprend des bassins de vie. Vous vous êtes félicité des maisons France Service en nous disant que l'objectif, c'était 3000. Moi, dans mon département de l'Oise, on va en ouvrir la 35e. Et 35, c'était le nombre de cantons qui existaient dans les années 70. C'est bizarre, hein? Donc, en fait, les vieilles méthodes ou les anciens cadres, ils avaient une pertinence. Et j'ai une question qui est très politique, mais pour laquelle, malheureusement, on n'y voit pas très clair. C'est la notion de cumul des mandats. Parce que le cumul des mandats, mine de rien, si jamais ça revient, ça a un rôle clé dans l'aménagement du territoire et dans la décentralisation. Et là, on a entendu des choses. On a un Premier ministre qui nous a parlé du retour du cumul des mandats. On lit des choses concernant un éventuel agenda. Alors, monsieur le ministre, vous êtes mieux placé que nous pour savoir où ça en est, mais c'est vraiment une question importante, parce que si ça doit se faire, il ne faut pas trop tarder. Merci Olivier. Didier Rambaud. Merci Président. Monsieur le ministre, je souhaitais échanger avec vous sur le sujet des finances locales. Tout à l'heure, en introduction, le président Bernard Delcros a rappelé l'attachement que nous portions à l'autonomie financière des collectivités locales. Mais j'ai envie de dire, quelles ressources financières demain pour nos collectivités locales? Alors, on a supprimé la taxe d'habitation. Alors, je vous le dis tout de suite, j'étais pour aussi, parce que, considérant que c'était un impôt injuste, que par ailleurs, ça a été quelque part 20 milliards d'euros qui ont été redistribués en termes de pouvoir d'achat. Néanmoins, avec un grave inconvénient, c'est que la disparition de cette taxe d'habitation a quand même coupé le lien entre le citoyen et la commune, et je dirais même plus, crée de l'inégalité entre citoyens dans une même commune. Voilà. Je vois dans la commune où j'ai été maire et dans le quartier où j'habite, je vois des exemples flagrants. À côté de chez moi, j'ai un couple d'ingénieurs actuellement locataires de nos logements, père de 3 enfants, de jeunes enfants bénéficiant d'une école que nous avons réhabilitée, de cantines, de services de garde, etc. Ils ne paient aucun impôt local. L'autre côté de ma maison, un couple d'agriculteurs retraités, propriétaires de leur ferme, et payant donc une taxe foncière sur le propriété bâti. Oui, effectivement, l'égalité entre citoyens au sein d'une même commune. Et je crois qu'il est temps, à mon avis, effectivement, de réfléchir. Alors, je sais que c'est plus l'heure de parler d'impôts, de taxes, mais peut-être d'une contribution, création d'une contribution à la vie locale. Voilà, je voulais un petit peu avoir votre avis sur ce sujet et quelles sont vos pistes à ce niveau-là. Et enfin, je reviens parce que tout à l'heure, l'intervention de Jérôme Durin sur le versement mobilité région m'a fait réagir. Il se trouve que j'ai le privilège d'avoir siégé à la CMP et PLF. Et c'est le seul sujet où j'ai été en désaccord avec tous mes collègues. J'ai voté contre la création de ce versement mobilité aux régions parce que c'est jamais bon de commencer à saucissonner une recette fiscale. Puis permettez-moi de vous dire que le 0,15% possible pour les régions, voilà, ça va être une recette qui va être diluée dans leur budget général, oui, voilà, qu'on ferait mieux de réattribuer aux AOM, celles qui exercent des compétences. Et il n'y a pas que le MEDEF qui était contre, hein. Il y avait, me semble-t-il, le GART et aussi Intercommunalité de France. Je vous remercie. Merci Didier. Pour clôturer cette série de questions, Thierry. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Quelques éléments, enfin une intervention rapide, ça a été évoqué tout à l'heure. Notamment, moi, je voudrais revenir sur la feuille de route budgétaire. Vous avez fait état dans votre propos liminaire, Monsieur le Ministre, de la volonté, de votre volonté d'avoir un dialogue de transparence et de dialogue avec les élus, et notamment sur l'aspect financier. On sait que les efforts budgétaires, et c'est pas le gouvernement auquel vous appartenez qui a fait état, mais on a quand même vu, et c'est vrai qu'on a été extrêmement attentif au Sénat, peiné, je crois, des propos d'un ancien ministre de l'économie à l'égard des collectivités, comme quoi c'était des très mauvais gestionnaires. C'est vrai que ce discours est quand même ambiant, on l'entend depuis plusieurs mois. J'ai entendu la volonté d'avoir une feuille de route qui est sollicitée par le Premier ministre avec une réforme de structure, avec une nouvelle organisation, une nouvelle mission. On sait que le budget 2026, et je me projette parce qu'on est quand même au début du mois de mars, et je pense que les choses vont devoir avancer rapidement, notamment en matière de budget. On sait que le budget 2026 va être particulièrement compliqué. Je crois qu'on en est tous conscients, quel que soit
l'origine des sénateurs présents dans cette salle. Et certes, les collectivités ont dû participer à l'effort, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de rapidement avoir une feuille de route budgétaire pour savoir à quelle sauce vont être mangées les collectivités. Clairement, je le dis avec beaucoup d'empathie, enfin pas d'empathie, mais d'amabilité. Le dispositif qui est sorti du Sénat, qui a annulé le dispositif proposé par le gouvernement Barnier, aujourd'hui, on commence à en voir les premiers effets sur les territoires. Un effet qui n'a pas été mesuré. Il n'y a pas eu d'étude d'impact de ce dispositif. Donc, il y a des collectivités qui vont finalement être directement impactées alors que ce n'était pas prévu. Je crois qu'on a un besoin de visibilité. Donc, il y a 2026, mais il y a aussi les années à venir. Donc, aujourd'hui, quelle est la feuille de route budgétaire, au moins à minima pour le budget 2026 pour les collectivités, et comment vous vous projetez dans les années à venir? Merci. Merci Thierry. Et puis Éric, il s'est rajouté. Éric Kerrouche, très rapidement. Sénateur des Landes. Je vous en prie, monsieur. C'est moi. Très rapidement, vous avez parlé de différenciation. Donc juste deux questions en la matière. Alors, sur la Corse, vous avez parlé de ce sujet. Est-ce que vous envisagez un avenir à cette thématique ou pas, sur la base du compromis de Beauvau ou pas? C'est la première question. Puis la deuxième, c'est celle de la différenciation de manière plus générale. Vous avez parlé de la loi 3DS, mais en fait, celle-ci porte le titre de différenciation, mais on ne peut pas dire qu'elle était vraiment loin en la matière. C'est un euphémisme. Elle a repris, en fait, les considérations du Conseil d'État dedans, mais les mesures qui étaient comprises, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Or, moi, je pense que quand on continue à traiter également des situations différentes, on arrive à des situations d'inégalité. Donc, est-ce que vous comptez ou pas redonner des possibilités à une différenciation territoriale qui soit une garantie d'équité territoriale? Merci. Merci Éric. Eh bien, écoutez, Monsieur le Ministre, je vous propose de répondre à cette nouvelle série de questions et de nous rassurer peut-être au passage sur l'avenir de la DETR à laquelle nous sommes très attachés. Monsieur le Président, je vais commencer par la DETR. Quand j'ai été nommé ministre, la première des choses que j'ai faites, c'est de prendre rendez-vous avec le président du Sénat. Et je suis arrivé auprès du président du Sénat et je lui ai dit, je connais, me permets de parler comme ça, je connais la maison, Monsieur le Président. Sachez qu'avec moi, la DETR sera défendue jusqu'au bout. Et elle était, quand je suis rentré, d'1,17 milliard, et elle est à la sortie d'1,17 milliard, échappant ainsi à toute diminution. C'est un engagement qu'il fallait tenir. Ou à toute fusion. Ou à toute fusion. Nous allons y venir. Si c'était sous-jacent dans votre question, effectivement, il y a une réflexion qui aujourd'hui est menée sur le rassemblement, on va dire, des dotations d'investissement. Mais il est clair que dans ce melting pot, il y aurait, excusez-moi de cet anglicisme, dans ce rassemblement et dans cette fusion, il y aurait une place à part pour la DETR. Je tiens à le dire, quoi qu'il advienne. Voilà, en tous les cas, ça sera ma position. Je voulais le dire. Je voudrais répondre d'abord au sénateur. Je te prends dans l'autre sens, ça ne vous dérange pas, au sénateur Kerrouche. Je vais te répondre avant que tu partes aussi, excuse-moi. On revient tout de suite à Gemapi derrière. Au sénateur Kerrouche. Je partage un peu votre sentiment sur les limites de la différenciation au jour d'aujourd'hui, mais elle se heurte, cette différenciation, vous le savez très bien, vous l'avez posé à votre manière, sur l'égalité devant la loi. Et donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait des possibilités, je le crois, dans un certain nombre de domaines clairement définis, pour les préfets d'adapter leurs décisions aux territoires sur lesquels ils sont. Sans rompre le principe d'égalité. J'y tiens aussi. Je vais prendre un exemple. Et dedans, je vais introduire une particularité liée à la Corse. Donc, le 30 septembre, les restaurants touristiques au bord de plage, mais pas les paillotes, les restaurants sur des plages urbaines, en dur, sont tenus
en Corse de fermer le 30 septembre. Les mêmes restaurants à Berck, sur plage, sont tenus de fermer le 30 septembre. Est-ce que la situation géographique, climatique est la même en matière touristique quand on tient un restaurant à Berck ou quand on tient un restaurant à Ajaccio? Pour moi, je pense que non. Pour moi, je pense que non, et je pense que le préfet devrait pouvoir, voilà un exemple de ce que pourrait être une différenciation, apprécier lui-même, en lien avec l'UMIH, c'est toujours dans des relations avec des associations ou des représentants professionnels qu'il faut faire cela, prendre des dispositions ou autoriser des dispositions qui permettent là de le faire un mois de plus, surtout quand on veut développer le tourisme, et puis là autrement, sur un autre moment, peut-être au moment du carnaval, de la fête, etc., qu'il y a aussi dans cette magnifique région du Pas-de-Calais. Donc, voilà un exemple. Sur la Corse, je m'inscris dans le processus Beauvau. Clairement, il a été lancé, il a été validé, et il en est là. Donc, je vais réunir, je vous dis les choses tout à fait clairement, je vais réunir d'ici la fin du mois de mars le comité stratégique, en augmentant la présence d'élus d'ailleurs dans ce comité stratégique qui n'avait pas été inscrit au début, mais ça c'est tout à fait faisable, pour avoir leur position avant la transmission au Conseil d'État, parce qu'il nous faudra l'avis du Conseil d'État sur ce texte qui sera donc public, et je réunirai après à nouveau sur les modifications que ne proposera pas le Conseil d'État. Donc voilà la procédure dans laquelle je m'inscris dans un très court temps. C'est ce que je voulais vous dire, mais je suis prêt à en discuter avec vous quand vous le souhaitez, si vous voulez plus de précision. Voilà, j'essaie de répondre à tous les sénateurs qui m'ont interrogé. Compétence GEMAPI. Alors, compétence GEMAPI, j'ai essayé, moi, de mettre en place la compétence GEMAPI dans ma métropole. J'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé parce que des EPCI n'étaient pas d'accord. Donc, pourtant, on avait mis en place les pages, etc. Mais ça marchait pas. Donc, chacun est resté chez soi. Voilà. Il y a eu des positions différentes. C'est vrai, Valérie Pécresse avait demandé à ce que ça soit les régions qui mettent les GEMAPI en place. Éric Woerth, dans son rapport, avait dit qu'il fallait que ce soit les départements. Bon, pour le moment, c'est un peu comme ça, au choix des élus. C'est quand même le mieux, c'est que ce soit au choix des élus locaux. Au choix des élus locaux. Parce que si en plus... Le problème financier, c'était... Alors, j'ai bien entendu le problème financier. Le problème financier, on m'a passé une note sur ce point parce que je ne savais pas vous répondre. Je savais qu'il restait dans le fonds vert une dotation spécifique sur les préventions des inondations. Les digues, en l'occurrence, peuvent en faire partie. Il y a 80 millions d'euros qui ont été mis dedans et qui sont aujourd'hui dans le fonds vert pour répondre à votre question. Elle ne s'arrêtait pas là, parce que vous parliez de l'autorité des préfets vis-à-vis des agences. Une vraie réflexion est ouverte au sein de mon ministère sur le rôle des agences. Je ne vais pas refaire l'histoire des agences, vous la connaissez toutes aussi bien que moi, mais il est clair que les agences doivent être d'abord des opérateurs de l'État, avec l'administration que nous connaissons les uns les autres et notre pays. C'est clair que les agences ont connu un fort développement, notamment à partir de la création de l'ANRU, je veux dire ça, qui était une agence un peu particulière, mais qui a prospéré et qui a, en prospérant, généré l'avenue d'autres agences ou la transformation d'autres agences. Les agences ne sont pas là pour définir la politique des ministères.
elles ne sont pas là pour faire cela, elles sont là pour être des opérateurs de l'État. Et donc, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'agences qui, pour exister, je dis des choses comme ça, j'essaie de le dire prudemment, définissent elles-mêmes les critères de leur propre intervention. Donc, nous réfléchissons globalement au devenir, au rôle des agences, à leur relation avec le pouvoir préfectoral, vous en avez parlé, avec le pouvoir préfectoral, et aux relations, d'autorité. Effectivement, et c'est pas nouveau, les DGFiP ont quasiment toujours essayé d'échapper au pouvoir des préfets. Il n'y a pas que les DGFiP, d'ailleurs, si on va même plus loin, il en est en partie, c'est aussi le cas des ARS. On pourrait continuer avec l'éducation nationale, qui elle-même, et même des fois le ministère de la Culture. Voilà. Donc, nous sommes pour restaurer le pouvoir préfectoral et lui donner un pouvoir de différenciation. La réflexion est ouverte et lancée. C'est le travail des 3 prochains mois. Voilà. Si vous permettez, je vais reprendre l'ordre des questions. Oui, je voudrais dire au sénateur Thierry Cozic, par nature, pour Bercy, les élus locaux sont des dépensiers. C'est tout. Quand arrive un élu local devant Bercy, il est considéré comme un dépensier. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui crée de la richesse, qui crée de la valeur. Il est considéré comme quelqu'un qui dépense de l'argent. Et donc, nous mettons en place, le Parlement met en place, les ministères mettent en place des politiques de soutien à l'action des collectivités locales. C'est bien normal. Et c'est vrai que certaines politiques créent de la dépense. Mais la dépense des collectivités locales, on va le redire encore ensemble, c'est pour 70% l'investissement national qui est aujourd'hui réalisé. Et donc, le rapport à l'effort des collectivités locales dans le budget 2025, et je dois le dire, il ne faut pas que ça sorte trop d'ici, parce que sinon Bercy va immédiatement ouvrir la porte et rentrer, mais c'est 4% l'effort des collectivités locales, alors que dans la dette publique, les collectivités locales représentent entre 7 et 8% de l'effort de l'emprunt, enfin des dettes nationales, de la dette nationale. Donc voilà, on sait qu'on est quand même à une grande difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, de préparation du budget 2026. Donc nous n'avons pas commencé, nous sommes sur l'exécution 2025, le suivi de l'exécution 2025, et une réflexion méthodologique sur comment pourrait-on faire des vraies réformes de structure dans un temps très court, afin d'aborder 2026, le PLF 2026, dans des meilleures conditions, si tant est que nous soyons toujours là. Si tant est, je dis ça comme ça. Voilà. Le sénateur Didier Rambaud, nous nous mettons pas trop en retard. Maintenant, si on peut répondre à ma place, j'ai une QAG là. Non, vous n'en avez pas. Bon, bah alors, je reste, je réponds. Voilà, sans lasser, j'espère, les sénateurs, sénatrices présentes. Sénateur Didier Rambaud. Oui, moi aussi, je pense que ça va pas. C'était une bonne mesure. D'abord, elle était à 80%, elle n'était pas à 100%. Après, elle a été mise à 100%, je parle de l'ATH, bien sûr, et elle a rompu quand même, on peut dire, le lien entre le citoyen, vous avez cité des exemples, et la collectivité dans laquelle il réside. Alors, des tas de réflexions ont été menées. Moi, j'ai participé à ces réflexions quand j'étais en charge des finances à France Urbaine. Moi, je suis favorable à ce qu'on reprenne une réflexion sur une contribution minimum qui, alors j'appelle contribution, qui soit quelque chose de lien, de résidence avec la collectivité. Et je pense la remettre sur la table prochainement dans la réflexion.
Évidemment, je sais déjà ce qui va être opposé, mais je pense que nous devons le faire. Et si je peux le faire avec l'appui du Sénat et des sénateurs, ça sera bien volontiers, parce que ça ne durera pas longtemps. Ce n'est pas possible qu'un certain nombre de collectivités, de communes, ne puissent vivre qu'avec 20% de contributeurs. Il y a des communes où il y a 80% de propriétaires et des communes où il y a 20% de propriétaires, ou 30, ou 25, 30, la moyenne étant de 50%. Mais des communes où il y a 20 ou 30% de contributeurs à l'impôt local, ça veut dire qu'il y a 60-70% de gens qui n'ont plus de lien et pourtant ils bénéficient des services publics quand ceux-ci sont gratuits, ce qui est souvent le cas quand même au niveau communal. Donc moi je suis d'accord avec vous sur ce point et si je peux avancer, je le ferai. Le sénateur Pacaud, oui c'est vrai, pardon, France Service 35 dans le canton, 35 cantons, 35 dans le département, ça correspondait au canton ancien. Mais oui, c'est dans le temps, dans ces cantons, oui, des bassins de vie, dans le temps, dans ces cantons, on avait ce qu'on appelait le bourg-centre. On a eu des tas du temps de la Datar, il y a eu des tas d'appellations pour dire. Alors maintenant, on dit petite ville, on trouve d'autres formules, mais ça représente toujours les choses. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la forme juridique, canton, EPCI, même les petits EPCI, les petites comme on dit, il y a toujours une commune qui a une charge de centralité par rapport aux autres. Il y a toujours une commune qui peut être le point de rassemblement, alors avant du canton ou aujourd'hui du canton, mais ça peut être le cas dans un EPCI, un petit EPCI de quelques communes, ça existe. Donc moi je suis pour qu'on arrive à prendre en compte cela, bien évidemment. On essaie de le faire et ça marche bien, plutôt bien avec France Service, mais ça montre combien il y a eu un délaissé, on va dire, au cours de l'histoire, depuis de longues années, sur ces politiques que finalement l'ANCT essaie de recréer. Et l'Agence nationale de cohésion des territoires, elle recrée des programmes pour remplacer ce qui a disparu, on peut dire. Et c'est un peu se mordre la queue, si vous permettez cette expression. Bon, le cumul des mandats par-dessus tout. Moi, j'avais une position ici quand j'étais sénateur. Je me suis opposé au président de la République, au gouvernement de l'époque. J'ai toujours considéré qu'on devrait pouvoir avoir un mandat exécutif local et un mandat national de parlementaire. Voilà. Donc, comment ? En tous les cas, c'est ma position. Elle est un peu partagée, si vous voulez le savoir, elle est un peu partagée par le Premier ministre. Après, elle est partagée par le Premier ministre. Je vais un peu plus loin. Après, est-ce que ça peut se mettre en œuvre, dans quelles conditions, dans le temps? Est-ce que c'est la priorité? Ça, c'est au choix du Premier ministre. Je réponds, mais je réponds clairement. Personnellement, je pense que c'est plutôt un handicap. Je ne parle pas du Sénat. Non pas parce que vous êtes les sénateurs, mais je ne parle pas du Sénat parce que 90% des sénateurs, ils ont une vie locale. Mais je pense à l'Assemblée nationale où le non-cumul des mandats a fait, à mon avis, apparaître une sorte de déconnexion entre la vie locale et la vie nationale. Moi, je dis ça comme je le pense depuis toujours, donc je continuerai de le dire. Je l'avais dit à l'époque. Voilà. Depuis, les choses se sont assouplies. J'ai même vu qu'on pouvait être ministre et rester maire de grande ville. Je ne suis plus maire de Dijon, mais je suis resté président de la métropole. Voilà. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Être maire, c'est une charge très lourde et il faut toujours leur rendre hommage parce que la commune soit petite ou grande, un maire, c'est quelqu'un qui est au service de ses concitoyens en permanence, jour et nuit. Et donc, il faut le rappeler sans cesse. Ce n'est pas le cas, quelles que soient les responsabilités au niveau d'un EPCI, communauté d'agglo, urbaine, ou métropole, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. On a les maires qui servent de filet de sécurité quand on est à la tête d'un EPCI, et heureusement.
j'ai pas répondu à François Bonhomme. Je vous ai pas répondu. Je vous ai pas oublié. Je l'avais noté. Alors, on revient à la loi, à ce qui concerne l'eau et l'assainissement, on va dire. Quand même, ce que vous me demandez, c'est de faire vraiment machine arrière. Moi, j'ai pris un engagement. On peut pas déconstruire ce qui s'est construit. Je sais que ça peut déplaire, mais les communes qui sont rentrées aujourd'hui dans un syndicat, dans un EPCI pour gérer l'eau et l'assainissement, comment? Alors, reprécisez si ça ne vous ennuie pas, Monsieur le Président. Mon propos, ce n'est pas celles qui ont déjà fait le transfert, c'est celles qui restent et qui souhaitent, le cas échéant, bénéficier de la possibilité de rester en l'état si la loi leur donne dans les prochaines semaines, et la cohérence de l'État, de dire par les agences de l'eau qu'elles ne peuvent pas comme ça modifier leur programme en conditionnant leurs aides uniquement au niveau intercommunal, et deuxièmement aux services décentralisés de l'État, de préfecture, qui font des réunions d'ores et déjà en ce moment pour expliquer aux maires comment on va devoir faire le transfert, alors même que dans les prochaines semaines, on peut redonner cette liberté locale de compétences au niveau des communes. Donc là, il y a une contradiction que je ne m'explique pas. Alors, je vais répondre précisément. Je redis, il y a eu un engagement qui a été pris par Michel Barnier. C'est un engagement du Premier ministre, qui a été pris ici. Il n'y aura pas d'obligation pour des communes qui sont aujourd'hui seules de rentrer dans un système mutualisé, que ce soit au niveau d'un syndicat ou d'un EPCI. Ça, c'est clair. Donc, je défends cette position. J'ajoute quand même, pour notre réflexion collective, je me permets de l'avoir, qu'on doit avoir en tête, oui, merci, si l'Assemblée nationale le vote la semaine prochaine. On l'avait inscrit, bien sûr. Moi aussi, c'était dans ma tête. Merci Louise. Ça, c'est la première partie de votre question. La deuxième, on doit quand même avoir une réflexion. Je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les pollutions microbiennes, aujourd'hui, elles sont de plus en plus détectées. C'est sûrement sur l'eau qu'il y a le plus de capteurs pour chercher tout ce qui est microbes, polluants, etc., etc. Or, il apparaît que dans les communes, appelons-les isolées, qui ne sont dans aucun EPCI, aucun syndicat, la pollution microbienne est 5 fois plus importante que dans les autres. Donc c'est un constat qui est fait au niveau national. Deuxième constat, je l'ai dit tout à l'heure, des communes seules, souvent, ne peuvent pas assumer, il faut le savoir. Pour autant, la décision, si l'Assemblée le vote, ça sera celle-là, mais elles ne peuvent pas assumer elles-mêmes l'entretien de leur réseau. Et donc, l'idée a toujours été de mutualiser, parce que dans une France où il y a 23 000 communes de moins de 1 000 habitants, où il y a plus de 4 000 communes de moins de 100 habitants, il est normal de chercher à mutualiser les moyens quand on a des moyens financiers qui sont limités. Et donc, je redis que j'encourage à la mutualisation. Mais nous ne forçons personne à rentrer dedans. On pourrait dire qu'il devrait y avoir, ou il pourrait y avoir, un principe de responsabilité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps demander à l'agence de l'eau de financer. On ne peut pas demander à l'agence de l'eau de financer plus particulièrement celles et ceux, enfin les communes concernées, qui ne veulent pas rentrer dans un établissement de coopération, de mutualisation, etc., parce qu'elles n'en ont pas les moyens financiers. Et donc, il est normal que les crédits soient concentrés, pour le moment, sur celles, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais soient concentrés sur celles qui font aussi des efforts de leur côté. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Un syndicat des eaux. Oui. Oui, très bien, le syndicat des eaux. Très bien. Très bien. Ah. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit pour les communes isolées. Hein.
Ah oui. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des agences de l'eau qui, dans leur programme modifié, conditionnent leurs aides financières à le niveau d'exercice de compétence de l'eau et l'assainissement au niveau intercommunal uniquement. Ce qui est une façon d'induire de manière sournoise. J'y veillerai. Oui. J'y veillerai, je vous remercie. Je n'avais pas compris le sens de votre question. Oui, Interrogation. Oui, je confirme ça, Monsieur le Ministre. Ça a été aussi évoqué par Hervé Gillet. Aujourd'hui, on a des agences de l'eau qui conditionnent leurs subventions à l'exercice de la compétence par l'intercommunalité, alors que, sous réserve du vote de l'Assemblée nationale, bien sûr, alors que le législateur est en train de permettre une mutualisation à une autre échelle que l'intercommunalité. Et donc, je pense que là, il y a des messages à passer aux agences de l'eau. C'était ça, hein, c'est ça. En tous les cas, le message m'a été transmis. Bien. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme de... Ah, Hervé, allez. On est toujours dans l'horaire précisé par le ministre. Je profite, Monsieur le ministre, des quelques minutes que vous nous avez données et avec plaisir en termes d'échange. Juste dans la prolongation du débat sur l'eau, le Premier ministre a repris la proposition de Michel Barnier sur une conférence nationale de l'eau, mais qui serait régionalisée. Est-ce que vous avez des éléments un peu plus précis? Non. Puisqu'on nous parle également d'une conférence à l'échelle des bassins, sachant que j'imagine qu'il y a quand même un calendrier peut-être qui a déjà été réfléchi et qui serait utile pour commencer aussi à préparer ces travaux. Je n'ai pas d'informations. Permettez, Monsieur le Président. Excusez-moi, c'était un peu spontané. Je n'ai pas d'informations sur le calendrier. J'ai bien en tête ce que vous avez dit, notamment sur l'échelle des bassins et la nécessité d'avoir une réflexion nationale sur la conférence nationale sur l'eau. Cela recoupe l'interrogation que j'évoquais sur les agences tout à l'heure, dont la gouvernance est en question. Permettre de dire les choses comme ça. Voilà. Donc elle est questionnée, même si on était dans un langage très diplomatique, je dirais que la gouvernance des agences est questionnée. Merci. Alors Laurent, et ça sera vraiment la dernière question, un petit regret, donc on lui accorde une dernière question. Merci. Non, parce qu'on a parlé de certains sujets, mais d'autres n'ont pas été évoqués. Je ne vais pas revenir sur la taxe GEMAPI, mais sur l'eau, l'érosion, les inondations. Aujourd'hui, on voit que les collectivités subissent énormément de désordres climatiques pour des objets qui ne sont pas assurables et pour lesquels, notamment les rétractations, gonflements d'argile, etc., au-delà des inondations, est-ce qu'on avance sur ce sujet au niveau gouvernemental? C'est devient une urgence, d'autant que les collectivités ont du mal à s'assurer, et surtout quand les biens ne sont pas assurables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est dire vous avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire qu'il y avait un taux de retour des fonds européens qui était insuffisant. On sait aujourd'hui qu'on est en difficulté de désertification médicale. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des systèmes, dans le cadre des FEADER ou des aides européennes, que ce soit privé ou public, pour pouvoir permettre une couverture et une offre de soins pour tous les territoires? Et dernier point, des assouplissements pour les mesures compensatoires. Je pense en particulier à un cas qui m'a été soumis cette semaine, où pour une reconquête de friches, où il va y avoir des logements, de la renaturation, on oblige en plus, ayant trouvé soi-disant une espèce de chauve-souris, le bailleur social, dans la circonférence de 3 km, de reconquérir 2 à 3 hectares d'espaces verts ou de milieux humides, ou en tout cas de renaturer. Est-ce que l'on pourrait quand même arrêter, avec des obligations environnementales qui deviennent draconiennes? Oui, mais il ne faut pas dire oui, il faut le faire. Il faut essayer de faire en sorte que les préfets puissent dire non, on arrête là. C'est une friche industrielle, c'est considéré comme une zone de friche, et donc il n'y a pas de compensation supplémentaire que de la reconquérir déjà. Alors, c'est une vraie remarque. Je dis oui. Quand vous me dites... non, mais quand vous m'interpellez comme ça, je pourrais dire aussi... allez, je vous réponds tac au tac. Aussi, les parlementaires, vous pourriez faire en sorte que quand on fait une étude faune-flore, on n'ait pas 3 fois plus de temps à faire cette étude qu'en Allemagne. Donc, c'est quand même bien une décision du Parlement. Donc, le Parlement, il est aussi des fois assez contradictoire quand il vote 1 an pour une étude faune-flore, alors que maintenant, on décide pour n'importe quel projet, on est saisi d'une étude faune-flore, ce qui veut dire que dans ce pays, on ne peut plus construire sans avoir une étude qui va mettre 1 an et avoir les résultats de l'étude. C'est ouvrir la porte, bien sûr, vous le savez, à tous les recours, etc., etc. En Allemagne, c'est 4 mois.
Nous, ils ont retenu du chiffre 4, ils ont retenu 4 saisons. Donc, ça veut dire 1 an. Donc, ouais, voilà, je suis d'accord avec vous. Je vais faire vérifier, et bien sûr, je ne mets pas en doute ce que vous voulez dire, mais je veux dire, oui, c'est une bonne proposition, vous voyez, c'est une bonne proposition, la friche, est-ce que c'est l'Adréal qui a demandé plus? C'est souvent des administrations d'État... C'est souvent des administrations d'État qui n'ont plus comme fonction que le contrôle et non plus de fonction, parce que ça a été délégué aux agences, de distribuer les crédits, d'aider et d'accompagner. Et donc, elles sont uniquement dans une fonction de contrôle des collectivités et elles le font des fois, mais pas toujours, avec un peu de zèle. Et donc, là, j'ai retenu, je suis d'accord avec vous, je connais les pipistrelles, j'en ai aussi dans tous mes projets où elles arrivent, et des fois on les met même avant qu'elles soient là. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les... Oui, c'est pour les chauves-souris. FEADER, couverture, oui, j'ai noté sur l'offre de soins, je pense que c'est une bonne idée. Je vais regarder. Je ne peux pas vous dire mieux à cet instant, mais je trouve que c'est une bonne idée. Comment on peut voir si on peut couvrir et qu'on peut ouvrir au FEADER. C'est le moment qui va revenir à discussion. Sur les assurances des collectivités, monsieur le sénateur, je voulais vous dire que je vais lancer l'assurabilité des communes dans un colloque que je vais tenir à Roclore. Roclore, c'est le nom du ministère où je suis installé, parce que on peut trouver des solutions, on doit trouver des solutions. Il n'est pas normal que des maires n'arrivent pas à assurer leurs bâtiments communaux. J'ai eu l'exemple dernièrement, je l'ai dit, je crois au Sénat, que j'avais été interrogé du maire de Mâcon sur la Saône, que tout le monde connaît, où des bâtiments, alors plusieurs raisons de difficultés d'assurance, soit des émeutes, soit des incendies, soit au long cours des dérèglements climatiques, soit les catastrophes naturelles. Alors on a des réponses pour des catastrophes naturelles, on a des réponses plus immédiates et plus rapides avec la déclaration d'état de catastrophe naturelle qui permet aux particuliers, en tous les cas, de se faire rembourser par des assurances. Mais il est possible aujourd'hui d'obtenir par des négociations de gré à gré, par là encore une mutualisation, des assurances. En tous les cas, je vais tenir un colloque et une rencontre, une réunion, pas uniquement parler, mais trouver des solutions pour que les communes puissent assurer leurs bâtiments et leurs biens. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, sur la question de l'assurabilité des communes, notre délégation a été saisie par le président du Sénat et nous avons d'ailleurs une première réunion conjointe avec la Commission des finances à 17h30 à laquelle tous les membres de la délégation sont invités à participer. C'est un sujet important sur lequel il faut qu'on apporte des réponses concrètes et on le fera bien entendu ensemble. En tous les cas, un grand merci, Monsieur le Ministre, cher François, pour ce temps consacré à notre délégation. Vous avez vu qu'il a rassemblé beaucoup de sénatrices et de sénateurs avec de très nombreuses questions. Donc, il y a une attente très forte sur tous ces sujets. Et je vous propose, au-delà de ces remerciements, qu'on puisse de temps à autre faire un point sur l'état d'avancement des orientations que vous avez précisées, de l'action que vous menez, faire un point sur l'état d'avancement et pouvoir nous retrouver de temps à autre pour échanger, répondre aux questions des sénatrices et sénateurs et puis surtout qu'on puisse échanger nos points de vue sur ces sujets qui sont tout à fait essentiels pour les collectivités. Donc, en tous les cas, un grand merci à vous, puis merci à tous les collègues qui se sont mobilisés. Et dire aussi, en accord avec les rapporteurs, on avait un autre sujet sur l'intelligence artificielle, la remise du rapport sur l'intelligence artificielle, et en accord avec les collègues rapporteurs qui ont été sollicités il y a quelques instants, nous allons reporter la présentation de ce rapport qui mérite quand même qu'on y consacre du temps à une date très, très prochaine, de manière à pouvoir être à 16h30 dans l'hémicycle pour écouter, pour entendre et participer au débat sur les questions internationales et notamment sur la situation de l'Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous, mesdames, messieurs les sénateurs.